discuter des différents éléments du suivi cardio-oncologique spécifique en cas de prise en charge pour un cancer colorectal. Donc, les trois objectifs pédagogiques principaux de cette présentation sont tout d'abord les grandes lignes épidémiologiques du cancer colorectal, les particularités de l'évaluation préopératoire et enfin les classes et les effets secondaires des traitements systémiques qui seront utilisés. On commence donc par l'épidémiologie. Il s'agit d'un cancer fréquent et de mauvais pronostic. Il s'agit en termes de fréquence de la seconde cause de cancer chez la femme et de la troisième cause de cancer chez l'homme. Et ça représente environ 10% de l'ensemble des cancers avec un pronostic qui reste grave puisque cela représente 600 000 décès par an au niveau mondial. Donc, comme vous pouvez le voir, la France fait partie des pays pour lesquels la prévalence du cancer du côlon et du rectum est très fréquente. Son pronostic est finalement relativement proche de l'insuffisance cardiaque, que ce soit chez l'homme et chez la femme, puisque la médiane de survie d'un cancer colorectal est d'une médiane d'environ 8 ans. Le terrain du patient porteur d'un cancer colorectal regroupe plusieurs facteurs favorisants qui sont parfois des facteurs de risque cardiovasculaire bien établis, comme vous pouvez le voir, le tabagisme, l'obésité, le diabète et la sédentarité. Donc plusieurs comportements à risque avec un sous-risque cardiovasculaire associé, et on voit sur le schéma de droite qu'on retrouve également dans certaines données l'hypertension artérielle et puis les anomalies métaboliques, notamment l'augmentation des triglycérides et un HDL bas. Il existe aussi bien sûr d'autres facteurs de risque qui n'ont pas de lien direct avec les risques cardiovasculaires, notamment les antécédents familiaux et les antécédents personnels de cancer du côlon, d'adénome colique ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On retrouve également un lien épidémiologique assez fort avec la maladie coronaire, puisque les patients qui ont une coronaropathie ont souvent un cancer plus avancé au niveau colorectal, et la fréquence du cancer colorectal chez les patients coronariens semble être plus importante. En cas de cancer colique droit, il semble y avoir plus fréquemment des facteurs de risque cardiovasculaire associés et notamment des atteintes vasculaires plus fréquentes, notamment en termes de calcification coronaire ou aortique, mais également en termes de présence d'une maladie coronaire avérée. La deuxième partie de cette présentation est l'évaluation préthérapeutique des patients qui sont porteurs d'un cancer colorectal. Quand on voit le bilan réalisé pour les formes localisées, on se rend compte que le patient va avoir bien sûr une coloscopie, également un scanner thoracique, parfois un coloscanner, et puis des bilans biologiques assez complets, mais il n'y a pas de place pour le bilan des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il sera de votre ressort en tant que cardiologue de demander cette prescription si vous voulez évaluer le risque cardiovasculaire global de votre patient. À la consultation, vous pourrez par contre disposer d'un scanner thoraco-abdominopelvien qui vous permettra d'évaluer la charge calcique au niveau des artères coronaires et de l'aorte. La chirurgie qui est envisagée pour le cancer colorectal dans les formes localisées correspond à une colectomie avec des marges saines de 5 cm de part et d'autre de la tumeur, ainsi qu'une résection ganglionnaire assez étendue, si possible par célioscopie, et c'est une chirurgie en un temps avec un risque cardiovasculaire qui est intermédiaire. Si on en regarde les recommandations, et en cas d'occlusion, la chirurgie pourra être réalisée en 1 ou 2 temps avec une résection plus colostomie et éventuellement dans le second temps fermeture de colostomie plus anastomose. Donc la lourdeur de la chirurgie est bien sûr à prendre en ligne de compte si on vous sollicite pour le bilan préopératoire. Cependant, quand on voit ce qui est demandé pour les recommandations, si vous avez un patient apparemment en bonne santé cardiovasculaire, le bilan préopératoire va se contenter d'un ECG de repos. Par contre, si vous avez un patient coronarien connu ou découverte de signes fonctionnels suspects ou d'anomalies ECG par l'anesthésiste, le bilan préopératoire comprendra en plus une échocardiographie transthoracique
Et on pourra discuter d'un test de dépistage de l'ischémie en fonction du profil patient et de son score calcique visuel éventuel. Et en fonction de votre expertise locale, vous choisirez entre les tests d'ischémie non invasifs et éventuellement la réalisation d'une coronarographie selon les résultats des tests d'ischémie ou bien en fonction de votre clinique si vous souhaitez d'emblée réaliser une coronarographie. Passons maintenant au traitement systémique du cancer colorectal. Tout d'abord, on va parler des traitements systémiques pour les formes localisées. Il s'agit donc d'un traitement adjuvant et le choix du traitement adjuvant va se baser sur plusieurs éléments pour l'oncologue, notamment le risque de récurrence du cancer, la toxicité potentielle de la chimiothérapie et le bénéfice attendu de la chimiothérapie adjuvante. Et donc on va séparer la présentation en fonction des formes localisées de stade 2 puis 3. Donc concernant les formes de stade 2, tout d'abord, le choix du traitement va reposer sur des chimiothérapies adjuvantes qu'on va détailler qui sont un peu du même ordre que celles pour le stade 3. Donc pour le stade 2, on a la chimiothérapie de Grammont qui correspond à du LV5FU2, donc c'est du 5-fluorouracil plus de l'acide folinique. On peut proposer d'autres schémas comme la capecitabine par voie orale, le Folfox qui comporte du 5-FU, de l'acide folinique et de l'oxaliplatine, et le Capox qui comporte de la capecitabine plus de l'oxaliplatine. Pour les stades 3, ça sera du Folfox ou du Capox. Il faut savoir que la principale cardiotoxicité va reposer sur le 5-FU et la capecitabine. En effet, ces molécules sont pourvoyeuses de cardiotoxicité et en termes de fréquence, on suppose qu'il s'agit des deuxièmes molécules en termes de risque de cardiotoxicité. Cette cardiotoxicité est variable en fonction des séries. Elle peut aller de 1 à 20%, en moyenne probablement autour de 5%. Et elle comporte à la fois des événements coronaires aigus, de l'insuffisance cardiaque, de la fibrillation atriale et de l'angor, donc un syndrome coronarien chronique, sur les différentes données qui sont rapportées dans ces études. Le 5-FU et la capecitabine font partie des fluoropyrimidines, et donc ces molécules vont agir pour créer des lésions à la fois au niveau de l'ARN et de l'ADN de la cellule cancéreuse, et elles sont métabolisées et éliminées par une enzyme qui s'appelle la DPD pour dihydropyrimidine déhydrogénase, et le déficit en cette enzyme peut augmenter le risque de toxicité de façon générale au 5-FU, donc l'uracylémie doit être dosée par l'oncologue avant de débuter le 5-fluorouracil. Et si l'uracylémie est très élevée à plus de 150 nanogrammes par millilitre, c'est un déficit complet, il faut éviter le 5-FU. Et quand l'uracylémie est entre 16 et 150 nanogrammes par millilitre, c'est un déficit partiel, il faut proposer une réduction de dose du 5-FU. Quand on regarde l'ensemble de la littérature, on voit que la cardiotoxicité au 5-FU peut être liée à plusieurs mécanismes. Tout d'abord, ça peut être des dommages cellulaires directs sur la gauche du schéma, ça peut être lié à la libération de radicaux libres de l'oxygène, ça peut être aussi une anomalie inflammatoire spécifique qui peut provoquer un tableau de type myocardite, et il est également décrit des cardiotoxicités de type syndrome de Takotsubo. La deuxième lésion qui peut être produite peut être d'origine ischémique. Il y a le vasospasme qui est quelque chose qui est très fréquemment cité, qui peut être lié à une dysfonction endothéliale ou de la cellule musculaire vasculaire lisse. Et puis il y a des mécanismes procoagulants qui peuvent favoriser de l'agrégation plaquettaire et de la thrombose par augmentation du taux de facteur Villepinte. Le dernier élément est une anomalie fonctionnelle du globule rouge qui peut perdre sa morphologie, ses capacités de transport de l'oxygène au niveau du myocarde et ainsi créer également de l'ischémie. Ainsi, devant une douleur thoracique sous 5-FU, on peut supposer 6 diagnostics.
le vasospasme coronaire, le syndrome coronaire aigu athérothrombotique, la myocardite, le syndrome de Takotsubo, l'anomalie fonctionnelle du globule rouge et la libération de radicaux libres de l'oxygène. Alors quel est le suivi spécifique avant et 5FU? Quand on regarde les recommandations de cardio-oncologie de 2022, on voit qu'il y a peu d'éléments et un niveau de preuve qui est très faible puisque tout est du grade C, donc on nous demande d'évaluer le risque cardiovasculaire de notre patient en mesurant sa pression, en réalisant une hémoglobine glyquée, un bilan lipidique et un ECG, de calculer le score 2, le score 2 OP en fonction de l'âge du patient pour évaluer le risque cardiovasculaire du patient. On nous demande de faire une échographie chez les patients qui ont des antécédents cardiovasculaires et on nous dit qu'il n'est pas forcément obligatoire de faire un screening de la maladie coronaire chez les patients qui ont un risque cardiovasculaire qui paraît relativement élevé. Donc cela nous aide peu. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est est-ce qu'il y a un intérêt de traiter les patients par un traitement basique si on suspecte une maladie coronaire avant de débuter le 5FU. Est-ce qu'il faut plutôt mettre un inhibiteur calcique ou un nitré avant de débuter du 5FU chez les patients qui sont coronariens plutôt que le bêta-bloquant? Et enfin, est-ce qu'il y a un intérêt d'une revascularisation avant l'administration de 5FU? Tous ces éléments doivent être pesés au cas par cas et peut-être qu'il faut avoir preuve de bon sens à l'heure actuelle, même si on n'a pas de niveau de preuve. Il faut également savoir que la maladie coronaire est un facteur de risque de développer un syndrome coronaire aigu sous 5FU et que ce risque est globalement multiplié par 2 en présence d'une maladie coronaire basale et cela augmente le risque de mortalité cardiovasculaire au cours du suivi. Donc on voit que ce dépistage de la maladie coronaire est important dans la stratification de notre risque. En cas de douleur aiguë sous 5FU, eh bien, il faut avoir des réflexes un peu habituels, c'est-à-dire faire un ECG. Si on a un sous-décalage du segment ST, prévoir une coronarographie en urgence. Bien penser pour l'angioplasticien, ça doit être le cas de façon générale, à faire des dérivés nitrés intracoronaires pour voir s'il reste une lésion coupable ou s'il s'agit uniquement de vasospasme. Et bien sûr, s'il n'y a pas de lésion coupable, se poser la question de diagnostic alternatif, myocardite, syndrome de Takotsubo. Et tout ça pourra être approché bien sûr par l'échographie transthoracique, l'IRM cardiaque, et la place du test ométergin est débattue parce qu'on n'a pas vraiment de niveau de preuve dans cette population de sa capacité diagnostique ou pronostique. En cas de lésion coupable, il faut bien sûr revasculariser le patient avec une angioplastie coronaire. Si le CG ne retrouve pas de sous-décalage du segment ST, eh bien, on stratifie le risque par la troponine. Si elle est positive, on va aller rapidement vers une échocardiographie transthoracique et probablement vers une coronarographie. Et on est un peu sur le même schéma, hein. On vérifie qu'il ne s'agit pas d'une lésion spastique. Si ce n'est pas le cas, on la traite. Et si la coronarographie est plutôt normale, se tourner vers l'IRM cardiaque pour les diagnostics alternatifs. Et enfin, en cas de troponine négative, on fait bien sûr l'échographie transthoracique. On peut peut-être s'appuyer ici davantage s'il n'y a pas de preuve de souffrance myocardique sur le scanner coronaire et ensuite discuter d'une éventuelle coronarographie si nécessaire pour optimiser le traitement du patient. Et si on n'observe aucune lésion, on peut se poser la question des anomalies plutôt fonctionnelles du globule rouge ou des lésions liées aux radicaux libres qui peuvent expliquer les douleurs thoraciques. La question après cette douleur va être bien sûr celle du road change. Est-ce qu'on peut remettre en place du 5FU? On n'a pas beaucoup de données dans la littérature, mais sur le risque de récidive, on a l'impression que c'est à peu près de 50% sur un nouvel épisode de douleur thoracique ou d'insuffisance cardiaque, que la mortalité lors du road challenge est de 13%, mais en face de ça, on a aussi le risque de progression du cancer. Donc on va se poser la question du projet curatif ou palliatif et des traitements alternatifs, car vous voyez que le pronostic global des patients qui sont traités pour un cancer colorectal avec du 5FU et un risque de décès de l'ordre d'un quart à un an de suivi. Donc il faut bien prendre cela en compte aussi, nous en tant que cardiologues, sur la reprise ou non d'un traitement cardiotoxique et le bénéfice potentiel du patient.
utilise les recommandations pour faire un road challenge chez un patient qui a fait un syndrome coronaire aigu ou un vasospasme. D'abord, c'est une discussion multidisciplinaire, ça tout le monde est d'accord. Cardiologue et oncologue doivent discuter conjointement. Il faut voir s'il y a un traitement alternatif, mais ce n'est pas souvent le cas, malheureusement, pour le 5FU. Il est proposé de mettre des inhibiteurs calciques et des nitrés, de revasculariser le patient si c'est nécessaire, et en cas de road challenge, le faire dans une unité avec télémétrie, donc cardiologie conventionnelle ou soins critiques en fonction de la gravité de l'élément initial. On peut se poser la question de faire plutôt un bolus de 5FU à la place d'une perfusion intraveineuse à la seringue électrique, car il semblerait qu'il y ait moins fréquemment de cardiotoxicité, mais il n'y a pas d'essais cliniques randomisés qui nous permettent de conclure à cet élément. Donc vous avez sur la droite de la diapositive un protocole proposé par une équipe américaine qui met en place un traitement à la fois par calcique et par nitré avant le traitement de road challenge, et puis qui adapte en fonction de la tolérance ces médicaments. Quand il y a eu un syndrome de Takotsubo, la décision de reprise d'un traitement après un syndrome de Takotsubo repose également sur une approche multidisciplinaire entre cardiologue et oncologue. Si le patient n'a pas de récupération de sa fraction d'éjection, il faudra vraiment discuter des diagnostics alternatifs, je pense, être certain que c'est bien un syndrome de Takotsubo, et voir si on reprend ou pas ce traitement, sachant qu'on sera plus réservé, bien sûr, en cas d'absence de récupération de la FEVG. Quand il y a une récupération de la fraction d'éjection, eh bien, la plupart du temps, on peut se permettre de reprendre le traitement anticancéreux sous surveillance rapprochée, peptide natriurétique, troponine et échocardiographie transthoracique. Alors, il faut également savoir que fréquemment, il est associé de l'oxaliplatine au fluoropyrimidine, donc notamment dans le protocole FOLFOX, CAPOX, et que les sels de platine ont probablement une toxicité également particulière, alors qui est relativement faible en termes de prévalence, probablement 1 à 2%. Et donc on observe du syndrome coronaire aigu, du vasospasme, de la dysfonction systolique du VG, qui est probablement un syndrome de Takotsubo, des thromboses artérielles et des thromboses veineuses. Et notamment, on a observé dans la littérature qu'environ 75% des patients qui font un Takotsubo sous 5FU avaient également une co-administration de sels de platine. Donc on peut se poser la question de cette double imputabilité quand on a un syndrome de Takotsubo sous ce traitement. On va passer maintenant au traitement systémique des formes métastatiques. Donc les traitements vont être un peu différents. Il y aura beaucoup d'administration des chimiothérapies qu'on a vues au préalable à base de 5FU, mais d'autres molécules vont rentrer en ligne de compte pour ce traitement. Et notamment, il va y avoir le bevacizumab, le bevacizumab qui est un anticorps monoclonal anti-VEGF, qui a comme principaux effets secondaires plus de 10% du temps l'hypertension artérielle, de la maladie thrombotique veineuse, et qui peut plus rarement donner de l'insuffisance cardiaque, un infarctus du myocarde ou des événements artériels. Donc, l'utilisation du bevacizumab peut nécessiter une surveillance peu particulière. Vous voyez qu'il est recommandé de faire un ECG chez tous les patients au début d'un traitement par bevacizumab, et qu'on peut faire chez les patients à haut risque et très haut risque une échocardiographie transthoracique. Et concernant le suivi, vous voyez, c'est plutôt classe 2B, donc finalement, en l'absence de symptômes ou de problèmes cardiovasculaires, on n'est pas nécessairement obligé de revoir le patient de façon systématique. Seuls les patients à très haut risque peuvent bénéficier d'un suivi trimestriel par échocardiographie transthoracique, notamment pour s'assurer qu'ils ne développent pas de dysfonction systolique du ventricule gauche. Donc, le bevacizumab peut donner de l'insuffisance cardiaque avec une fréquence qui est relativement faible, mais qui est une fréquence dose dépendante, c'est-à-dire que la forte dose semble augmenter par 7
tandis que la faible dose uniquement par 3 le risque d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque sous anti-VEGF est une toxicité qui est habituellement réversible, comme ça avait été décrit dans une série de cas dans New England en 2011. Et c'est vrai que dans notre expérience personnelle, on a également observé notamment un cas ici que je vous présente, qui a présenté une dysfonction VG gravissime avec un choc cardiogénique à 18 mois de traitement par Taxol et bevacizumab, avec un bilan étiologique parfaitement négatif et qui a complètement récupéré sa fraction d'éjection sous traitement médical de l'insuffisance cardiaque et après arrêt du bevacizumab. Le second effet secondaire qu'on peut observer sous bevacizumab est l'hypertension artérielle qui est relativement fréquente, environ un quart des patients. Et on voit que les hypertensions de grade 3 représentent jusqu'à 8% des patients. Il y a un effet dose dépendant du bevacizumab sur l'hypertension artérielle avec un risque qui s'accroît pour les fortes doses administrées. Deuxième élément, donc c'est le risque d'hypertension artérielle. Quand faut-il traiter? Eh bien cela est relativement clair dans les recommandations. Dès qu'on a une hypertension de grade 2, quel que soit le pronostic du patient, il faut traiter le patient. Quand on a une hypertension de grade 1, en général, on va traiter. C'est uniquement si le pronostic à court terme est mauvais, c'est-à-dire une survie de moins de 1 an. Comment faut-il traiter les hypertensions au cours d'un traitement oncologique? Eh bien, il faut savoir qu'un traitement antihypertenseur, c'est environ une baisse de 10 mm de mercure de systolique en moyenne. Donc si vous avez une hypertension de grade 2, il est assez logique de débuter le traitement par une bithérapie. Il faudra bien sûr vérifier les valeurs de pression artérielle en dehors du cabinet par des automesures ou une MAPA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va plutôt choisir en première intention un IEC ou un ARA2, et puis associer d'emblée un inhibiteur calcique de dihydropyridine quand on a une hypertension de grade 2, et puis éventuellement mettre en deuxième intention la dihydropyridine quand on a une hypertension à moins de 160 de systolique. Les médicaments de troisième intention pourront être les bêta-bloquants, la spironolactone. Les diurétiques thiazidiques ne sont pas cités à cause du risque d'hypokaliémie potentielle de façon générale, sachant que le bevacizumab n'allonge pas trop l'intervalle QT, ce sera certainement moins embêtant dans cette situation. Il faut éviter par contre le verapamil et le diltiazem en raison d'interactions médicamenteuses de façon générale avec les inhibiteurs de tyrosine kinase. Et donc, si vous avez des patients qui ont une hypertension de grade 3, il est en général conseillé de suspendre transitoirement la thérapie ciblée, équilibrer l'hypertension, puis la reprendre secondairement une fois que l'hypertension est contrôlée. La cible de pression artérielle est à moins de 140 et ou 90, et on peut descendre à 130 et ou 80 s'il y a une bonne tolérance des traitements antihypertenseurs. Dans les formes métastatiques, il peut également être utilisé le cetuximab et le panitumumab, qui sont des anti-EGFR. Ces molécules ne sont pas rapportées spécifiquement comme provoquant de la cardiotoxicité. Dans les recommandations, on nous dit simplement d'évaluer le risque cardiovasculaire des patients qui sont exposés à ces molécules. Le pembrolizumab, qui est un anti-PD1, peut être utilisé dans les formes métastatiques en première ligne. Donc, un bref rappel des cardiotoxicités potentielles, c'est essentiellement la myocardite qu'il ne faut pas méconnaître. Mais il peut également y avoir d'autres anomalies, notamment des événements athérothrombotiques accrus, des dysfonctions systoliques du ventricule gauche d'origine non inflammatoire, des arythmies, des syndromes de Takotsubo et des péricardites. Enfin, parfois la toxicité cardiaque peut être secondaire à une toxicité extracardiaque, comme une pathologie thyroïdienne par exemple. Donc la surveillance des inhibiteurs du point de contrôle est proposée par les recommandations, que je ne vais pas détailler, mais globalement, le minimum, c'est d'avoir pour tous les patients ECG et troponine, peptide natriurétique à baseline, et pour les patients à risque, rajouter l'échographie. Et au cours des premières cures, notamment
des 4 premières cures, il est souvent réalisé, notamment dans les pratiques locales que nous avons, une troponine avant chaque injection. Il peut se discuter également de faire un ECG en fonction du résultat de la troponine ou de façon systématique. En cas de traitement par maintenance, on va avoir potentiellement la poursuite des molécules qui ont été proposées jusqu'à présent. Donc, pas de changement particulier sur les molécules que nous avons détaillées. Et par contre, concernant les secondes lignes de traitement, après échec de première ligne, on va voir qu'il y a quelques molécules supplémentaires. Donc, notamment, il y a l'encorafenib, qui est un inhibiteur de RAF, qui peut provoquer de l'hypertension, des troubles métaboliques et un allongement de l'intervalle QT. Donc, l'autre association possible est une double association d'immunothérapie par ipilimumab et nivolumab, et cette double association est plus pourvoyeuse de risque de myocardite par rapport à une monothérapie. Et cela ne change en rien la surveillance proposée au préalable. Donc, pour conclure sur cette surveillance du cancer colorectal, donc, il faut savoir qu'il s'agit d'une population à risque cardiovasculaire avec une forte prévalence de maladies coronaires, que lors du traitement adjuvant, l'essentiel des toxicités seront en lien avec le 5FU. Et pour les formes métastatiques, on aura toujours l'utilisation du 5FU fréquemment, mais on va avoir aussi le bevacizumab qui est un anti-VEGF, l'immunothérapie qui peut reposer sur un anti-PD1 ou une association anti-PD1 à anti-CTLA4, et enfin l'encorafenib qui est un inhibiteur de BRAF. Je vous remercie de votre attention.